Merci de nous rejoindre sur Al 24 News. Nous sommes toujours en direct pour une couverture en fil rouge consacrée à la guerre au Moyen-Orient. L'escalade en est à son 22e jour consécutif sans que l'appel des sirènes de la diplomatie ne soit entendu. Au contraire, c'est bien la voix des armes qui s'exprime toujours. L'axe Washington antitétionniste poursuit son aventure guerrière contre l'Iran au détriment de la stabilité régionale et internationale. La stratégie de l'usure n'a pas fonctionné côté américain. La tactique est de plus en plus incompréhensible pour les experts qui voient en la poursuite de ce conflit un réel danger pour la paix et la sécurité mondiale. Et inversement, celle de l'Iran semble en surprendre plus d'un. Au niveau régional, le Liban continue d'être lourdement bombardé par l'antitétionniste. Le bilan des victimes dépasse ce soir les 1000 martyrs. Les ripostes iraniennes sur les bases américaines implantées dans les pays du Golfe et sur l'antitétionniste renforcent le risque d'une extrapolation du conflit au voisinage proche, tandis que les indicateurs économiques, il faut le dire, ne trompent pas. La situation se détériore de jour en jour. La réserve fédérale de Dallas prévoit un impact sur le PIB mondial si le détroit d'Ormuz reste fermé, alors que le FMI tente de rassurer en parlant d'un impact plus ou moins important selon les régions. Nous allons tenter de développer tout cela avec nos experts qui nous rejoignent ce soir de Tunis, Paris, Koweït City et Istanbul dans quelques instants. Je vous le disais donc, pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir de droite à gauche Layel Mansour depuis Koweït City. Vous êtes docteur en macroéconomie, spécialiste du dollar. Bonsoir Madame Mansour, merci d'être avec nous. Bonsoir, je suis très ravie d'être avec vous, avec les invités aussi. Leslie Varenne, directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques, est avec nous depuis Paris. Bonsoir Madame. Bonsoir, merci de votre invitation. À vos côtés se tient Zeki Güvercin, il est président non du forum du SAAA, donc bonsoir à vous. Zeki Güvercin, merci d'être avec nous également. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Et enfin, Akram Khraïef, expert en questions de défense et de géostratégie, est en direct avec nous depuis Tunis. Bonsoir à vous Akram, merci d'être avec nous également. Merci à vous tous, merci pour l'invitation. Bonsoir. Commençons tout de suite ce débat avec vous, Madame Varenne, car il s'agit de votre première participation avec nous. J'aurais aimé donc avoir votre point de vue, votre vue d'ensemble sur cette guerre menée, il faut le dire, tambour battant, par le duo Trump-Netanyahou. Quelle est votre lecture au sujet de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient engagée contre l'Iran, et vers quoi s'achemine-t-on, selon vous, après 22 jours de guerre consécutive? Moi, je fais partie des gens qui se sont complètement trompés sur cette guerre parce que jusqu'au 28 février, j'ai pensé que les États-Unis ne rentreraient pas en guerre parce que sur le papier, il n'y avait rien, aucune condition n'était remplie. Les conditions n'étaient pas réunies. Il avait promis qu'il ne ferait pas de guerre, il n'avait pas les armements, enfin, etc. On peut poursuivre. Et donc, et donc, on s'est aperçu, et c'est ça qu'on voit encore aujourd'hui, après le 22e jour de guerre, et même après ce qui s'est passé aujourd'hui, cette guerre est toujours, pour moi, irrationnelle. On sait par exemple que l'Iran prend coup pour coup. Pourquoi on tape Natanz aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'ils vont taper Dimona. Et tous les jours, on reviendra après plus en détail sur ce sujet, mais tous les jours, on est un peu dans cette affaire, on est dans l'irrationnel. Les erreurs américaines, pour moi, sont majeures parce qu'ils savaient, ils auraient dû savoir, ils auraient dû s'attendre à la capacité des Iraniens à riposter. Ils avaient eu une idée pendant la guerre des 12 jours. Ils savaient, parce que pendant la guerre des 12 jours, la fermeture du détroit d'Ormuz planait. Donc, ils sont partis dans cette guerre en prenant aucun compte de toutes les conditions pour eux-mêmes et pour les Iraniens.
Donc aujourd'hui, on va vers un désastre. On est dans le désastre, ça c'est sûr. Maintenant, pour l'économie mondiale, pour les Iraniens, pour les Libanais, on est dans une catastrophe. Maintenant, ce qui va ressortir de ça, je pense que c'est une guerre qui va profondément bouleverser toutes les relations internationales et pas seulement le Moyen-Orient. Ça va jouer sur la liberté de navigation dans les détroits, ça va jouer sur l'économie mondiale, ça va jouer sur le dollar. Enfin, toutes les conséquences sont énormes, à mon avis. Merci, Madame Varenne. Zeki Güvercin, c'est votre première également. J'aurais aimé avoir votre vue d'ensemble, tout comme Madame Varenne, à propos de cette guerre au Moyen-Orient. Oui, bonsoir. Effectivement, donc, c'est une guerre qui n'a pas porté son nom dès le départ, à savoir qu'après Gaza, qui était un peu un laboratoire pour les Israéliens notamment, c'est une suite à peu près logique dans leur stratégie régionale d'invasion, de développement. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, 22 jours, les pronostics parlent d'un conflit qui peut durer jusqu'à l'été. Mais en tout cas, sur les principales motivations, on les connaît. Pour les conséquences régionales, puisque la Turquie fait partie de la région, on voit dès à présent les principaux axes, notamment puisque l'énergie, le sujet de l'énergie est évidemment central, ça motive en grande partie ce conflit. À côté de cela, on peut voir aujourd'hui le problème de la sécurité alimentaire qui va se poser pour la région, pour l'Afrique et pour de nombreux autres endroits du monde, via les engrais notamment, qui sont à base de produits chimiques et autres qui viennent de la région. Mais pour l'introduction, je pense qu'on va vers une recomposition géopolitique régionale qui, même si aujourd'hui les principales victimes sont l'Iran, le Liban notamment, on peut dire que c'est l'hégémonie américaine dans la région qui va sortir questionnée et fortement remise en cause par leurs alliés régionaux, parce que face à la promesse de sécurité, en fait, les pays de la région ont financé des milliards de dollars de bases américaines notamment, et n'ont pas le retour en fait sur investissement. Et je pense que au sortir de ce conflit, beaucoup de pays de la région vont revoir leurs alliances et surtout ne pas placer tous leurs œufs dans le même panier, parce que le coût est énorme, parce qu'on parle uniquement en termes de tourisme de 65 milliards de dollars de pertes pour les pays de la région, ce qui est énorme. Mais en dehors de cela, tout le routing aéronautique, les transports aériens, les principales voies de communication internationale, il y a vraiment une très grande remise en question. Et sur le plan énergétique, notamment le fait que les infrastructures énergétiques soient frappées par Israël, c'est une ligne rouge qui est franchie, et ça va également impacter bien évidemment le poids de l'Algérie également. Et au sortir de ce conflit, je pense que nous allons vers une recomposition assez importante. Merci Zeki, merci Zeki Güvercin. Akalam Khaliev, alors avant de revenir sur ces frappes qui ont eu lieu aujourd'hui sur Natanz en Iran et la riposte iranienne sur Dimona dans les territoires palestiniens occupés, qui a fait énormément de dégâts, il faut le dire. J'aimerais aborder avec vous l'information communiquée aujourd'hui par la presse britannique au sujet des frappes iraniennes sur la base américaine de Diego Garcia dans l'océan Indien, qui, rappelons-le, se trouve à près de 4000 kilomètres de l'Iran. Quels sont les enseignements à tirer par rapport à cette nouvelle opération, cette nouvelle séquence iranienne? En fait, ce que les Iraniens ont fait, c'est ce qu'on appelle en termes militaires du signaling. Donc, ils signalent leur capacité à toucher des cibles très, très au-delà de ce qui était attendu de leur part. Donc, en ciblant Diego Garcia, touchant ou pas, ils sont en train de signaler à la communauté internationale qu'ils ont des capacités pour atteindre les bases américaines qui se trouvent bien au-delà du Moyen-Orient. Donc,
Rammstein, Incirlik en Turquie, Rammstein en Allemagne, et même les bases qui se trouvent en Grande-Bretagne ne sont plus à l'abri de ripostes américaines, donc de ripostes iraniennes. Oui. C'est d'autant plus base britannique à Chypre. de raison pour les pays européens de mettre de la pression sur Washington, histoire de faire cesser cette guerre, parce que on le voit, les Européens, les autres membres de l'OTAN sont en train aujourd'hui de traîner les pattes pour ne pas entrer dans cette guerre. Ils savent pertinemment que c'est une guerre perdue d'avance pour ces pays-là. Les pays du Golfe aussi font tout pour ne pas répliquer et ne pas rentrer dans l'engrenage de la guerre contre l'Iran, de peur justement que leurs infrastructures diverses, pas que pétrolières, parce qu'il y a d'autres infrastructures stratégiques. Je pense par exemple au pont qui relie Bahreïn à l'Arabie Saoudite, qui est stratégique, qui permet d'acheminer des renforts en cas de soulèvement, et donc qui peut faire en sorte que Bahreïn bascule complètement et devienne... vous savez, on est en train de parler de l'invasion des îles du détroit d'Ormuz plus de l'île de Kharj. On peut se retrouver avec l'effet inverse, avec l'Iran qui s'accaparerait du territoire bahreïni. C'est un scénario qui n'est pas envisageable pour le moment. Merci Akram, je reste avec vous. Est-ce que cette nouvelle séquence militaire change un peu la donne sur les réelles capacités balistiques de l'Iran ? À quel point la propagande américaine sur l'anéantissement des capacités militaires de l'Iran peut-elle influencer l'opinion internationale au vu des derniers développements ? En termes de propagande et de guerre médiatique, les États-Unis, depuis le début, considèrent que les capacités militaires iraniennes sont diminuées et sont en train de s'amenuiser de jour en jour. Mais en réalité, les stratèges américains, les membres des services secrets américains savent pertinemment que l'Iran est entré dans une configuration de recroquevillement et se met à la défensive. Donc, l'Iran aujourd'hui a mis à l'abri l'essentiel de ses capacités offensives, et c'est un véritable danger. Natanz, qui a été attaqué aujourd'hui, ce sont des bunkers qui se trouvent très en profondeur sous le sol. On a aussi des Sfoul, on a ce qu'on appelle les villes de missiles, qui sont des systèmes souterrains de tir de missiles qui sont quotidiennement bombardés par les États-Unis, mais qui continuent à fonctionner à cause de leur configuration qui a été faite pour offrir une très grande résilience. Donc, entre la propagande qui sert justement à ménager l'opinion publique intérieure américaine, mais aussi à préparer le récit d'un éventuel succès américain, pour siffler le récit d'un succès, et donc pouvoir siffler la fin de la guerre quand ils veulent. En réalité, il fait face aujourd'hui à de la folie de la part des Israéliens qui, eux, insistent pour continuer la guerre, et l'obligation de Téhéran de poursuivre la guerre jusqu'à ce que l'autre partie cède. Merci Akram Khreyev. Des nouvelles qui tombent en ce moment même. Un nouveau missile iranien tiré sur la zone de Arad dans le sud des territoires palestiniens occupés a fait énormément de dégâts. Des sources israéliennes annoncent des morts et des blessés suite à cette frappe. 42 pour l'instant. Alerte rouge au niveau des hôpitaux de la région, donc dans les territoires palestiniens occupés. Parlons un peu d'économie avec vous maintenant, Madame Mansour. Les institutions économiques internationales que vous suivez de près, j'imagine, réagissent aux conséquences de la guerre. Pendant ce temps, les bourses, notamment européennes, ont finalement clôturé en baisse après une légère hausse signalée vendredi à cause de la hausse continue, vous le savez, des prix du pétrole et les anticipations de hausse des taux d'intérêt. Faites-nous, s'il vous plaît, le topo, un état des lieux de l'économie mondiale face au choc économique de la guerre, et ce après 22 jours.
En économie, en bourse, c'est surtout basé sur les anticipations, c'est surtout basé sur l'avenir et les sentiments, surtout la bourse. Donc, on dit c'est pricing l'avenir. Donc, la bourse d'aujourd'hui, c'est le prix de ce qu'on voit dans l'avenir. Et d'habitude, quand on parle de choc au niveau de la bourse, il faut parler des transmissions, des canaux de transmission des chocs. Ici, je vais parler de les trois principaux canaux. Il y en a peut-être plus, mais je vais parler des trois canaux les plus importants. On a le canal des coûts. Quand on parle canal des coûts, comme vous venez juste de le dire, le coût du pétrole, l'augmentation du coût du pétrole, l'augmentation de l'énergie industrielle, l'augmentation des matières premières, ce qui fait, c'est qu'on anticipe que les marges des entreprises, les marges de bénéfices des entreprises vont baisser. Et les secteurs les plus touchés, ce sont les secteurs industriels. On a le secteur de transport et d'aviation et le secteur chimique. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que ces secteurs-là, ils ont vraiment baissé. On a aussi un deuxième canal qui est le canal de croissance. On anticipe vraiment une récession économique. On en parle d'ailleurs déjà que l'avenir, on anticipe au moins 0,4 à 0,5 de récession du PIB mondial. Donc, les chiffres d'affaires vont baisser et là aussi, on va faire une révision de la valorisation boursière. On a aussi le canal le plus important, c'est le canal du taux d'intérêt. Le canal du taux d'intérêt, même si la Banque centrale européenne, il y a quelques jours, n'a pas augmenté les taux d'intérêt ni baissé, mais c'était wait and see, c'est-à-dire on va contempler, on va regarder la situation avant de prendre une décision. Tous les agents économiques, tous les investisseurs, ils anticipent à l'avenir une augmentation du taux d'intérêt. Ce qui fait, c'est que la valeur actuelle, la valeur d'aujourd'hui d'action, c'est la valorisation, c'est la valeur future qui est actuelle. C'est-à-dire que si on anticipe une augmentation du taux d'intérêt dans l'avenir, la valeur d'aujourd'hui, elle va baisser. Ce qui explique pourquoi on a une baisse des actions. Mais je dois expliquer quelque chose. Quand on dit dans la science, ça s'applique un peu à la bourse, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a une rotation sectorielle. Comme dans chaque crise économique, il y a toujours des secteurs qui bénéficient plus, qui profitent plus que d'autres secteurs. Et dans ce cas-là, nous avons des secteurs gagnants comme l'énergie, le secteur pétrole et le secteur de la défense, bien sûr, parce que c'est une crise géopolitique. Et les secteurs perdants, ce sont les transports, aviation, l'industrie, parce que l'industrie subit double choc. On a choc de demande et choc d'offre. Et on a bien sûr la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire la consommation des produits non essentiels. Et pour terminer, il faut rajouter que le marché boursier européen, il est plus sensible que le marché des États-Unis dans cette crise ou bien dans ce choc actuel parce que l'Europe est un importateur d'énergie, importateur de pétrole. C'est pour ça que, comme j'ai dit au début, c'est une crise, c'est un choc d'offre de pétrole. Donc, c'est l'Europe qui va subir plus par rapport aux États-Unis, par exemple. L'Europe qui subit le choc de cette crise, on va en parler tout à l'heure, Layel Mansour. Avant de basculer vers Paris, Madame Varenne, Zeki Güvercin, j'aurais également aimé avoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Madame Mansour par rapport à cet aspect cyclique qui fait en sorte que certains secteurs profitent de la crise tandis que d'autres plongent? Elle parle d'énergie qui enregistre des gains. Vous me direz, tout dépend pour qui, pour les consommateurs ou pour les producteurs. Quel est votre état des lieux par rapport à ce que enregistrent les bourses d'abord après 22 jours de guerre et les signaux faibles qu'ils envoient au marché, à l'économie mondiale? Le micro, s'il vous plaît, Monsieur Güvercin, on ne vous entend pas. Oui, je pense que là c'est mieux. Maintenant. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'énergie, mais il y a un sujet que je voulais également mentionner, c'était les centres de traitement d'eau qui avaient été touchés. Et là, on touche à quelque chose aussi de très sensible, parce que tous ces pays dépendent des centres de dessalement, et une grande partie a été touchée. Donc, on va vers une crise dans une région où l'eau est plus chère que le pétrole. Donc, c'est un sujet important. Mais pour revenir à votre question, les bourses, notamment, en ce qui concerne Istanbul, la Banque centrale turque a resserré sa politique monétaire cette semaine, puisqu'il y a une érosion un peu des réserves, on est passé à 85 milliards de dollars. Donc,
C'est un choc, en fait, au niveau de l'inflation des coûts, notamment. Mais dans les canaux énergie, engrais, logistique, inflation alimentaire, je pense que c'est les 3 points vraiment très importants qui auront un impact sur la suite. Parce que les prix de l'énergie vont grimper forcément, mais tout ça, je ne pense pas qu'il y aura vraiment de gagnant au sens, comme vous avez dit tout à l'heure, directement un secteur qui va tirer son épingle du jeu. Mais en ce qui nous concerne, donc concernant le sujet sur lequel on travaille sur l'agroalimentaire, on va avoir un énorme problème au niveau des coûts de production agricole, puisque les engrais, l'énergie, l'irrigation, en fait, tout va être touché. Et va se poser la question de l'approvisionnement des stocks et de la souveraineté alimentaire. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec près de 12 pays ouest-africains dans le cadre du sommet que je préside. On a eu plusieurs réunions cette semaine et effectivement se pose vraiment la question de la souveraineté et de la sécurité alimentaire parce que la Turquie notamment, par exemple, est dépendante sur le plan énergétique, mais toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général dépendent des transferts parce qu'il y a un problème de mécanisation, il y a un problème des systèmes d'irrigation. En fait, tout ça étant importé, on risque d'aller vers de très gros problèmes. Et en matière notamment d'énergie alternative, en matière de logistique, en matière d'assurance de la logistique, je pense qu'on n'arrive pas encore vraiment à mesurer l'impact qu'il va y avoir sur l'ensemble de ces secteurs. Et tous ces secteurs, en fait, pouvaient avoir une puissance énergétique, être exportateurs nets d'énergie. Bon, le pétrole est effectivement très haut, mais dans un autre aspect, par exemple le dessalement, par exemple la logistique, par exemple le transport, vous allez avoir d'énormes handicaps. Parce que si vous produisez quelque chose que vous n'arrivez pas à vendre, de toute manière, vous allez être à très court terme et à très long terme perdant. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les économistes qui essaient un petit peu de calculer les choses, de voir comment se projeter sur les 3 à 6 mois à venir, ont d'énormes difficultés parce que nous allons vers des problèmes basiques en fait de sécurité alimentaire, par exemple, qui ne sont pas très chiffrables, mais qui risquent d'avoir des impacts politiques, des impacts sur les différentes gouvernances au niveau mondial. Et surtout, si les choses se prolongent et si vous avez tout à l'heure parlé des installations nucléaires qui ont été frappées, ça, c'est très nouveau en fait. Nous, sur les 30 dernières années, ce type de conflit généralisé au Moyen-Orient n'a jamais eu lieu. Et c'est une première. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a du mal un petit peu à voir sur le plan économique, sur le plan logistique, sur le plan des transports. Ça impacte vraiment le cœur de l'économie mondiale. Donc je pense que on est un petit peu spectateur malheureusement puisque la folie qui s'est engagée risque d'avoir des conséquences très importantes. Et surtout, aujourd'hui, les bourses européennes, notamment la bourse d'Istanbul, sont vraiment en train d'essayer de gérer le choc plus qu'autre chose, puisque malheureusement, on n'a pas vraiment de levier aujourd'hui d'action sur ce qui est en train de se passer. Et les dernières déclarations dont vous avez parlé tout à l'heure des dirigeants des pays agresseurs sont malheureusement pas très optimistes pour la partie économique. Merci Zaki Güvercin. Une information qui vient de tomber, sur laquelle je vous ferai réagir rapidement avant de marquer une courte pause, Madame Varenne. Les Iraniens auraient décliné toute responsabilité sur les frappes de Diego Garcia ce soir. Est-ce qu'on est dans une guerre de rhétorique d'après vous, ou est-ce que c'est de l'intox de la part des Iraniens Je pense que les Iraniens, quand ils font une frappe, ils l'assument. Donc, s'ils viennent de dire que c'était pas eux, je pense que c'est pas eux. Et alors là, on arrive dans des billards à qui me sont un peu. Mais je pense que chaque fois qu'il y a eu des false flags, ils ont dit, ils ont assumé toutes leurs frappes. Et chaque fois qu'il y a eu des frappes qu'ils n'assumaient pas, ils l'ont dit et ça s'est avéré vrai. Donc, je pense que s'ils n'assument pas cette frappe, c'est que c'est pas. Elle ne vient pas d'eux. Akram Kharaïef, par rapport à cette information, une réaction rapide, s'il vous plaît. Là, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvrirait si jamais ce ne seraient pas les Iraniens qui auraient ciblé Diego Garcia. Qui l'aurait fait?
Telle est la question. Je vois très mal une autre entité ciblée Diego Garcia aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une info qui est ou bien fausse, celle du fait d'avoir ciblé Diego Garcia, ou qui a réellement eu lieu. Si elle a eu lieu, c'est probablement l'Iran. On a énormément de fausses informations qui proviennent d'Iran aussi, il ne faut pas se leurrer. On a vu juste tout à l'heure un avis d'évacuation de Doha et Al Jazeera qui aurait pu être prise pour cible, provenant soi-disant des gardiens de la Révolution. Il y a eu un démenti juste après. Donc, on est dans la guerre des mots, on est dans la guerre de l'information. Il faut vraiment rester circonspect. Mais de toutes les manières, les Iraniens ont des capacités balistiques qui vont au-delà de Diego Garcia. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui envoie des satellites dans l'espace, donc il a déjà un potentiel de missiles intercontinentaux. Donc ce n'est pas un problème technique en théorie pour l'Iran que de cibler cette zone-là. Merci Akram Kharayev. Mesdames et messieurs, chers experts, je vous propose de marquer une courte pause avant de revenir à ce débat passionnant. De retour sur le plateau de cette édition spéciale, Madame, Monsieur, si vous venez de nous rejoindre, nous continuons de parler de la guerre au Moyen-Orient dans le cadre de notre couverture spéciale. On continue depuis les premières minutes du déclenchement de cette guerre. Quelques informations à vous donner avant de poursuivre le débat, mesdames et messieurs. Quartiers entiers auraient été dévastés. Conséquence des frappes iraniennes sur la région d'Arad, dans le sud des territoires palestiniens occupés. Selon des sources israéliennes, l'on parle également de 20 immeubles détruits. Le bilan afficherait pour l'instant 64 blessés. D'autre part, l'AIEA déclare qu'il n'y a pas de dégâts au niveau du réacteur de Dimona. À la suite également d'une frappe iranienne ayant ciblé ce site nucléaire dans les territoires palestiniens occupés. Nous allons essayer de commenter cette information avec vous après Akram Kharayev. Mais pour l'heure, Leslie Varenne, j'aimerais revenir sur une note que vous avez rédigée récemment et qui suggère que cette guerre va à l'encontre de toutes les promesses électorales du président américain Donald Trump. Vous détaillez dans votre publication les raisons. Pourquoi a-t-il donc tout simplement déclenché cette guerre et le plus important encore, pourquoi la poursuit-il, selon vous? Alors pourquoi il l'a déclenché? Ce ne sont que des spéculations, parce que pour l'instant, on ne sait pas. L'explication la plus logique, c'est que les Israéliens lui ont fourni un scénario idyllique. L'Iran est fragilisé par les manifestations de janvier. Il suffit de quelques bombes décapitées. Quelques têtes et notamment tuer le guide et l'Iran va tomber comme un fruit mûr. Je pense qu'il a eu envie d'acheter cette histoire parce qu'il avait fait quelques jours avant le Venezuela et qu'il pensait qu'il pouvait avoir un succès. C'est l'explication la plus logique. Est-ce que c'est les Israéliens, Leslie Varenne, pardon, ou c'est son entourage proche qui est proche d'Israël? C'est son entourage. Mais oui, mais on sait que Jared Kushner, que Vitkov sont très proches des Israéliens. Donc, de toute façon, l'entourage de Donald Trump est proche des Israéliens. Bon, il est aussi proche de Netanyahou. Donc, on sait très bien quelles relations ils peuvent avoir. Donc, moi, je pense que c'est le scénario le plus logique, mais encore une fois, est-ce qu'on est dans la logique? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce qu'il y avait des affaires financières derrière? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent dans cette affaire. Ça, je ne sais pas, mais l'explication la plus logique, c'est celle-ci. Après, bon, il y a beaucoup d'autres choses qui circulent, mais c'est l'explication que donne un peu tout le monde, quoi. Maintenant, pourquoi la poursuit-il? Je crois qu'il est très embêté. Parce
il y a des volontés, parfois on a l'impression qu'il a la volonté de l'arrêter, mais il ne peut pas l'arrêter sur un échec. Donc c'est toujours le qui tout double, et plus il va de l'avant, et plus ça va être difficile, et plus l'échec va être grand, donc plus il va devoir continuer. Et je pense que c'est pour ces raisons-là qu'il ne l'arrête pas aujourd'hui. Et ce qui se passe aux États-Unis là actuellement, c'est une grande fracturation de tout son électorat MAGA. Oui. Et là, la résiliation, la démission de Joe Kent, c'est un coup dur. Oui. C'est un coup dur pour MAGA. Il est en train de perdre tout son électorat. Dans l'ensemble, la guerre n'est pas populaire aux États-Unis, mais dans l'électorat MAGA, c'est carrément un point de non-retour, parce qu'ils l'ont porté, ils l'ont élu, parce que c'était le président qui promettait qu'il n'y aurait plus d'intervention. Oui. Donc là, cette intervention, c'est un casus belli. Hein. Merci. Est-il à ce point naïf, selon vous, Leslie Warren, Donald Trump, pour qu'on puisse le tromper, entre parenthèses, à ce point? Naïf, non. Je ne pense pas. Inculte, oui. Mais naïf, non. Donc, est-ce qu'il n'avait pas les données pour comprendre? Oui. Et, la CIA fournit bien des rapports de renseignements que l'on peut imaginer précis sur... Vous avez vu, je ne sais pas, je pense que vous avez vu l'audition de Tulsi Gabbard, qui est la directrice des renseignements. Vous avez vu comment elle était gênée, comment elle a dit, sans dire, qu'il n'y avait pas de menace nucléaire, qu'elle a passé la patate chaude à Trump en disant c'est le président qui décide en dernier ressort. Donc, voilà, tout ça est très confus quand même, parce que même entre eux, il n'y a pas une parole. Ils ne se recoupent pas entre eux, entre Rubio, Pete Hegseth, Trump, ils disent des choses différentes. Enfin, c'est un peu un grand désordre quand même. Oui, c'est le chaos. C'est le chaos au sein de l'administration américaine, du moins sur ce dossier, le dossier de la guerre au Moyen-Orient et ces opérations militaires déclenchées contre l'Iran. Akalam Khaliev, je le disais donc, allez, revenons à Natanz, en Iran, qui a été la cible d'attaque aujourd'hui, vous le savez bien. Natanz, c'est bien entendu la ville qui abrite le plus important site nucléaire, site d'envergure. L'Iran a riposté en frappant Dimona dans les territoires palestiniens occupés. Là aussi, il s'agit de la ville qui abrite le plus important site nucléaire côté sioniste, avec à la clé 51 blessés officiellement dans le dernier bilan communiqué. Quel est l'objectif, selon vous, de cette manœuvre de part et d'autre? J'entends, d'après vous, étant donné qu'elle intervient assez tard dans l'escalade menée par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran, comment doit-on l'interpréter? Bon, on est dans une configuration très claire de la part de Téhéran depuis le début de cette guerre, qui est la totale symétrie en termes de frappe. Et donc, à chaque fois, ils utilisent des cibles de contre-valeur. À chaque fois que Israël frappe un objectif précis ou différent sur le sol iranien, le même objectif, le même type d'objectif est ciblé et détruit sur le sol des territoires occupés. On a eu le cas, par exemple, et ça a été très très bien compris d'ailleurs par les États-Unis, on a eu le cas de la station de désalinisation qui a été frappée en Iran. On a eu tout de suite une réplique sur celle de Bahreïn, donc ça a arrêté cette escalade-là. On a eu des frappes contre des installations gazières iraniennes. On a eu une réplique de suite sur les installations gazières dans le Golfe arabo-persique. Et là, on a eu surtout hier un missile qui a été tiré à 300 mètres de la centrale nucléaire de Bushehr. Et aujourd'hui, une attaque contre le site d'enrichissement d'uranium à Natanz. On a eu tout de suite du côté iranien une cible de contre-valeur qui est la ville de Arad. La ville de Arad abrite une grande communauté scientifique liée à la centrale nucléaire de Dimona. Donc, en faisant ça,
ils sont en train d'effrayer la communauté nucléaire israélienne. Donc, on est véritablement dans une cible à contre-valeur et on n'est pas dans l'escalade. Dans le cas de l'Iran, on est dans la réplique Là, on se à rend chaque fois. coup pour coup. Ouais. Tout à fait. On se rend coup pour coup et ce type de réplique, justement, prévient l'escalade, en théorie. Très bien, merci Akram Khalif. Zaki Guverchin, escalade autour du détroit d'Ormuz, parlons-en encore. Elle se poursuit. Il s'agit d'un épisode que le monde entier redoutait depuis de longues années, dans le cas, bien entendu, du déclenchement d'une guerre dans cette région du monde. L'effet sur l'énergie est implacable aujourd'hui. Environ 20 pays européens se sont dit prêts, je cite, à sécuriser ou à contribuer à la sécurisation d'Ormuz au moment où l'entité sioniste continue de frapper des installations énergétiques iraniennes. Est-ce que l'Europe, nous l'avons évoqué avec Madame Mansour tantôt, est-ce que l'Europe va perdre gros sur le plan économique? Encore une fois, comment résoudre ce dilemme face aux entreprises, aux ménages, aux opérateurs économiques et également face à la pression populaire? Il ne faut pas l'oublier quant aux conséquences économiques des choix politiques européens, notamment dans certains pays qui font face actuellement à des échéances électorales. Des choix, il faut le souligner, qui sont très souvent très alignés aux intérêts des politiques américaines. Absolument, c'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui est et sera la principale perdante puisqu'elle est dépendante pour sa sécurité des États-Unis, pour son approvisionnement énergétique du Moyen-Orient et pas seulement puisqu'elle est également dépendante avec la partie agroalimentaire, la partie il y a énormément de sujets sur lesquels l'Europe est très, très, très vulnérable sur ces différents points. En ce qui concerne l'impact sur le marché européen lui-même, on a vu immédiatement que certains pays sont allés vers des blocages des loyers, des subventions certainement vont être allouées soit aux agriculteurs, soit dans le domaine énergétique. Mais il se trouve que l'Union européenne, beaucoup de pays sont actuellement énormément endettés, donc n'ont pas vraiment de marge de manœuvre. Et la hausse du coût de l'énergie va avoir un impact très important sur les marges des entreprises. Et les marges des entreprises, le pouvoir d'achat des ménages. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, vous avez à forte vraiment raison parler de l'impact social des politiques. Oui. Il y a des élections demain, notamment en France, et on peut voir que l'électorat, en fait, puisque l'électorat est touché au porte-monnaie, va avoir les responsables de ce qui se passe. Et donc, électoralement, tous ceux qui sont alignés sur la position, on va dire sioniste, généralement, vont être vus comme des faiseurs de crise économique. Donc, il y aura certainement, déjà l'effet du génocide à Gaza, il y avait eu déjà un impact très important, mais dans la continuité, je pense qu'il y a une prise de conscience après tout l'impact économique qui va avoir lieu, qui sera assez puissant. Il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qu'on pensait beaucoup plus puissants en Europe financièrement, et on se rend compte qu'au bout du compte, ils seront impactés de manière presque aussi importante, notamment les fermetures d'usines, etc. Mais le gros problème, autre problème, c'est la recomposition de l'approvisionnement en énergie, parce que aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est bloqué et on sait que même si les choses rentrent dans l'ordre, ça peut prendre plusieurs mois pour que le trafic reprenne un cours normal. Ça veut dire plus 3 à 6 mois. qu'Ormuz n'est plus l'unique ou seul passage maritime menacé. L'on parle du blocage par les Iraniens, peut-être à partir d'opérations militaires de Bab el-Mandeb également. Absolument. Et c'est là où justement 3 à 6 mois, ça nous amène assez loin. Et surtout, ça nous amène pour la période agricole, pour la période approvisionnement en énergie, notamment des grands groupes industriels, mais également des ménages. Donc, on a vraiment un problème, il y aura vraiment un problème au niveau européen. Et je pense que les différents gouvernements qui étaient alignés sur la position, notamment des États-Unis, sur le conflit
au Moyen-Orient et sur la politique vis-à-vis de la Palestine, il y aura certainement une remise en question. Mais sur la partie économique, il y a également la partie monétaire, je pense, qui est très importante, puisque les banques centrales européennes, la Banque centrale européenne a pris déjà quelques mesures, mais si ces mesures s'accélèrent, si le financement se tarit, ça veut dire le secteur de la construction, énormément de secteurs qui vont être impactés, mais également le secteur de la défense, qui n'est pas très puissant, comme vous savez, en Europe, mais il y avait l'idée du réarmement qui était lancée depuis quelque temps. Tout ça risque d'être fragilisé. Et surtout, également, comme j'avais dit dans la première intervention, il y aura également, je pense, une remise en cause des alliances économiques et stratégiques avec les États-Unis, notamment. Mais ça demande un très grand changement au niveau de la Commission européenne, qui, pour l'instant, est toujours totalement alignée et qui n'est pas en mesure aujourd'hui de modifier les choses. Sur le plan économique, l'autre sujet important, tout à l'heure on a parlé des approvisionnements, mais toute la production industrielle européenne est basée sur les importations de matières premières, d'intrants. La Chine est très très importante également, puisque l'approvisionnement est très fort vis-à-vis de la Chine. Les matières premières... On va parler de la Chine tout à l'heure, Zeki Gouverchine. Permettez-moi de vous interrompre. On va parler de la Chine. Autre information. Oui, on va parler de la Chine avant d'aller voir Madame Mansour. Des sources israéliennes rapportent que au moins 1300 secouristes sont déployés dans la région d'Arad, où les dégâts semblent être très 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 importants ce soir, à la suite d'une frappe iranienne, d'un missile tiré sur cette région qui, comme l'a souligné Akram Khreyev, abrite une importante communauté scientifique liée au site nucléaire de Dimona. Layel Mansour, pardon. Alors, la guerre en Iran accroît le risque d'un choc sur le marché obligataire. Vous en savez quelque chose. C'est le Financial Times qui le dit aujourd'hui. Layel Mansour. L'on dit également que les marchés commence à prendre en compte les hausses potentielles de la Fédérale Réserve américaine. Les actions chutent et les rendements obligataires augmentent car les investisseurs tout simplement cherchent des placements sécurisés. Il n'y a pas plus sécurisé que les bons du Trésor et les obligations américaines. Si l'on traduit tout cela dans un langage qui met en avant les conséquences de ces développements sur l'économie mondiale, qu'est-ce que ça donnerait, Layel Mansour ? Oui, bonsoir. Donc ici, on parle du marché des obligataires, c'est le bond market. Donc quand on parle du bond market, là aussi, on parle des rendements du bond market ou bien des obligataires. Rendement, c'est plus précisément les anticipations futures du taux d'intérêt, anticipation de risque et anticipation de l'inflation. Et comme vous l'avez dit, on anticipe une augmentation du taux d'intérêt de la Fed. Même si, surtout qu'il faut savoir quelque chose, quand on parle de choc d'offres obligataires. Ici, c'est un changement brutal, soit dans les prix, soit dans les rendements. Pourquoi je parle de changement brutal? Parce que juste avant la guerre, donc il n'y a même pas 25 jours, on s'attendait à des anticipations vers la baisse des taux d'intérêt de la Fed, et même 2 fois en 2026. Alors que là, en moins que 25 jours, on va s'attendre à une augmentation, donc il y a un changement de 180 degrés. On anticipe une augmentation du taux d'intérêt de la Fed au lieu que ce soit la baisse. C'est pour ça qu'on parle d'un choc d'offres obligataires. Donc, ce qui va se passer, c'est que puisqu'on anticipe une augmentation future, les valeurs d'obligations aujourd'hui vont baisser. Et là, on appelle le bond sell-off, c'est-à-dire que les investisseurs, ils veulent vendre les obligations d'aujourd'hui pour acheter d'autres qui ont un meilleur rendement. C'est ça. Quand on a une grande quantité ou bien un grand nombre de ventes, c'est ce qu'on appelle aussi choc. Ça pourrait faire de choc de liquidité si on n'a pas assez d'acheteurs. Mais aussi, il faut savoir que ça pourrait arriver, ça pourrait même résulter à un choc systémique parce que quand on parle de bond market ou bien du marché obligataire, on parle de quoi? On parle des investisseurs géants, on parle du gouvernement, on parle du système bancaire. On s'attend à un resserrement des crédits. Donc ça, c'est un choc qui est ça va s'étaler un peu. C'est pour ça qu'on parle de choc
de choc d'offres d'obligations. Tout ça, c'est lié au taux d'intérêt. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais dit que le taux d'intérêt et les anticipations, c'est peut-être la variable, le facteur le plus important. Et à la base de tout ça, c'est la guerre, c'est l'augmentation des prix d'énergie. Donc, c'est ce qu'on attend dans les anticipations au niveau économique et financier. Et aussi, il faut dire que même si on a ce type de choc, il faut s'attendre que le cours du dollar, le DXY, il va augmenter parce que le dollar, c'est une devise de refuge, surtout dans des cas de crise géopolitique. Voilà. Merci Layel Mansour. L'aviation américaine, une info qui nous parvient en ce moment, aurait frappé en ce moment même le gouvernorat de Slimania en Iran. Autre information importante qui vient de tomber sur le front libanais. Le Hezbollah annonce ce soir poursuivre sa riposte sur des engins des regroupements de soldats sionistes dans le sud du pays. Je poursuis avec vous, Madame Varenne, parlons un peu d'économie avec vous. Alors, selon Bloomberg, et les États-Unis vont permettre la vente, une info qui a été relayée par toutes les agences ce soir, la vente de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens. Oui, je dis bien iraniens, pour faire baisser la pression sur les cours du brut. Là encore, qu'est-ce que cela signifie ? Quelle est la logique américaine dans cette décision, d'après vous ? Ça rejoint, la logique, elle rejoint de ce que vient de dire Mme Mansour. Ouais. C'est-à-dire que pendant toute la campagne électorale de Donald Trump, il a parlé du prix de l'essence, il a parlé d'un dollar plus faible puisqu'il voulait réindustrialiser. Et donc là, il se retrouve avec un dollar fort, avec une essence forte. Et donc, pour essayer de jouer un peu sur les cours du pétrole, il lève les sanctions. Et c'est ça qui est un peu drôle dans ce moment tragique, c'est qu'il lève les sanctions sur le pétrole iranien. Les Iraniens ont immédiatement balayé ça d'un revers de main en disant qu'ils n'avaient pas plus de pétrole à mettre sur le marché. Mais il lève les sanctions pour que le cours du pétrole descende un peu, de la même manière qu'il a levé les sanctions sur le pétrole russe. Donc on est dans un monde complètement à front renversé, où on voit bien, encore une fois, que les États-Unis n'avaient pas préparé, contrairement aux Iraniens, qui avancent coup après coup et qui avancent dans une... on a l'impression qu'ils déroulent leur stratégie. Les Américains sont pris chaque fois en réaction, et donc pour faire baisser le cours du pétrole, qu'est-ce qu'on peut faire ? On lève les sanctions sur le pétrole iranien, ce qui est quand même assez cocasse au vu de la situation. Assez cocasse. On lève les sanctions sur le pétrole russe. On essaie du coup de jouer là-dessus. Il y a même parfois qu'on se demande pourquoi Trump dit ça va être une guerre courte et puis après ça va être une guerre longue. Tout ça, c'est aussi, on voit que les marchés réagissent à chaque déclaration. Alors, le pétrole monte un peu, le pétrole descend un peu à chaque déclaration de Donald Trump. Donc, je pense que c'est il a essayé de jouer là-dessus. Ça n'a pas marché parce que les Iraniens lui ont dit non. Merci Madame Varenne. Akram Khraïef, les autorités sionistes de la ville d'Arad annoncent l'évacuation de près de 150 familles de la zone d'impact, je le rappelle, donc à la suite d'une frappe iranienne sur cette zone. Parlons, Akram Khraïef, toujours de Donald Trump, qui a annoncé aujourd'hui que la guerre pourrait durer 6 semaines. Entre 4 et 6 semaines, a-t-il dit plus précisément. Quel est votre avis ? Sa marge de manœuvre sur le plan militaire, celui du renseignement, c'est le plus important pour ce qui reste de ce conflit. Est-ce qu'il maîtrise réellement les enjeux à la fois militaires, géopolitiques, le timing et également la stratégie, Donald Trump ? Non, lui, Madame Varenne le disait tout à l'heure, il y a clairement un problème de quotient intellectuel en ce qui concerne le président Donald Trump. Il faut aussi se rappeler d'une chose très très importante. Juste avant la fin de l'année passée, il y a eu un énorme remaniement à l'intérieur de l'armée américaine. Énormément de commandants ont été remplacés, donc de généraux majors, etc., ont été remplacés, et c'est un état-major neuf, obéissant, politiquement aligné sur Donald Trump,
et pas encore politiquement fort pour pouvoir se permettre de contredire le président qui aujourd'hui est en train de subir cette guerre. On a aussi cette impression que l'armée américaine est en train d'évoluer, mais vraiment de toucher l'Iran avec des pincettes. On voit que le porte-avions, le premier porte-avions s'est caché derrière les montagnes de Oman. On a un second porte-avions qui rentre à Chypre pour réparation. On parle d'une évacuation de l'ensemble de la flotte de l'US Air Force de Jordanie et d'Israël qui va être redéployée aujourd'hui plutôt en Grèce et probablement en Turquie. Donc, on est sur des mesures très prudentes de la part de l'armée américaine. On veut minimiser, non pas les coûts, mais le coût humain. Ils ont très peur donc des conséquences d'avions qui seraient abattus, de pilotes capturés, mais aussi d'une quelconque attaque iranienne contre les bases qui sont accessibles. Et malheureusement pour les États-Unis, l'Iran est en train de prouver qu'ils ont la capacité de frapper de manière indiscriminée les cibles américaines dans toute la région et même au-delà de la région. Et donc, ça commence réellement à se compliquer pour l'armée américaine. Pour ce qui est du renseignement, la CIA est une agence très compétente qui s'appuie sur des renseignements de terrain, mais aussi une masse énorme de renseignements électroniques qu'elle consolide, qu'elle traite, etc. Et qu'elle transmet au patron qui est Donald Trump, parce que là, il agit plus en patron instinctif qu'en président américain. Donc, je doute fort que la CIA ait pu convaincre Donald Trump vraiment de modérer ses plans. Je ne pense pas que cette estimation faite par Donald Trump d'une poursuite de la guerre sur encore 6 semaines soit quelque chose de réaliste. Il ne maîtrise pas le temps. L'initiative, aujourd'hui, on le voit depuis 3-4 jours, on est dans l'accroissement du nombre de frappes du côté iranien et donc on a une initiative qui est gardée par Téhéran de manière vraiment jalouse. Donc aujourd'hui, s'il y a un côté qui peut décider de la fin de la guerre, je pense que ce sont les Iraniens. Merci Akram Khraïef. Il est temps pour nous, mesdames et messieurs, de marquer une deuxième pause avant de revenir au débat sur Al24 News. De retour sur le plateau de cette édition spéciale consacrée à la guerre au Moyen-Orient. Dans le cadre de la couverture, on continue assurée par Al24 News depuis le déclenchement de cette guerre. Nous abordons avec nos experts présents avec nous ce soir depuis Koweït City, Paris, Istanbul, mais également Tunis, des derniers développements lors de ce 22e jour d'escalade. J'en arrive encore une fois à vous, Zeki Güvercin. L'économie du Moyen-Orient, vous le savez, elle repose grandement, essentiellement sur la sécurité des passages maritimes en Méditerranée notamment, et qui impacte directement le volume des échanges commerciaux. Cela risque également de chambouler la structure des chaînes d'approvisionnement. Est-ce que c'est une manière, selon vous, je vous avais promis qu'on en parlerait, est-ce que c'est une manière de ralentir la croissance chinoise, tout simplement? Alors justement, on avait conclu là-dessus précédemment. En fait, ce qui est en train de se faire, c'est vraiment une recomposition des chaînes d'approvisionnement, puisque, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a le détroit d'Ormuz, mais également la mer Rouge. Donc, on a vraiment une désorganisation, dans un premier temps, des flux commerciaux qui sont en train de se réaliser devant nos yeux. Et tout ça, bien sûr, pour les économies comme l'économie chinoise, qui est une économie qui est basée sur l'importation et puis ensuite la transformation et la réexportation. Ça met en danger, en fait, effectivement, ce modèle.
puisque les transferts de marchandises, de matières premières, notamment de l'énergie, puisque la Chine est très dépendante de l'énergie, contrairement aux États-Unis pour l'énergie fossile et le gaz, le pétrole et le gaz. Et tout ça augmente en plus les coûts, les risques, et tout ça fait qu'effectivement la Chine pourrait avoir de gros soucis à court terme. Mais la Chine a d'autres atouts, notamment sa résilience, notamment, contrairement aux États-Unis, ses avoirs financiers qui sont très importants, notamment en dollars. Et tout ça fait que la politique chinoise, parce qu'on sait que la Chine soutient l'Iran dans ce conflit, et la Chine, en fait, est en train je pense, de revoir sa stratégie et d'observer de très près son principal adversaire militaire également, pas seulement économique, qui est en train de s'embourber dans un conflit qui va coûter très cher. Je crois qu'on parlait déjà de 30 milliards, de 40 milliards de dollars de coûts de cette guerre pour les Américains, mais on sait que ça va toucher peut-être, je crois que les services militaires américains avaient demandé une rallonge de 200 milliards de dollars. Donc on parle vraiment de sommes très importantes. Et tout ça est rendu possible par le système dollar. Donc si les Chinois arrivent avec leur nouveau système de SWIFT, et également avec l'Iran qui est en train de vendre son pétrole en yuan notamment, et si les pays de la région du Golfe refusent de financer la guerre américaine, la Chine pourra effectivement, en sortant du modèle low cost actuel, puisque on était dans une phase où la Chine transformait et réexportait, y compris aux États-Unis. Et c'est pour ça peut-être que depuis son arrivée au pouvoir, Trump insiste sur le Made in America et sur relocaliser la production industrielle aux États-Unis, ce qui ne marche pas. On a vu que ça ne fonctionnait pas. Et également, bien évidemment, sur la partie, encore une fois, qui nous concerne beaucoup, l'agroalimentaire et l'agriculture, la Chine a des atouts très importants. Et peut-être que, comme les routes d'approvisionnement, les chaînes d'approvisionnement sont en train de se revoir, peut-être que l'Afrique également et beaucoup d'autres partenaires vont chercher d'autres routes, notamment. Bon, c'est vrai que la Turquie en matière de hub aérien, on sait que il y a 3 principaux hubs aériens dans le monde, Doha, Dubaï et Istanbul. Istanbul, aujourd'hui, est devenu incontournable en matière de hub aérien, du fait de la crise notamment, puisque les 2 principaux hubs mondiaux sont fermés. Et la route de l'Asie, notamment, passe aujourd'hui par là. Et pour les autres, notamment l'agriculture agroalimentaire, les engrais et tout ce qui est très important pour les économies, la Chine peut également changer et utiliser d'autres routes, ce qui sera forcément beaucoup plus coûteux, mais incontournable, notamment pour l'économie de certains pays qui ne voudront pas prendre le risque d'être les prochains sur la liste, parce qu'il suffit que le dirigeant ne plaise pas à certains pour qu'on puisse s'autoriser des conflits. Donc tout ça va peser très lourd dans la balance. Et cette recomposition des chaînes d'approvisionnement, comme je disais à la première intervention, va être une recomposition également des alliances économiques et notamment l'importance de certains pays, notamment de l'Algérie et des pays alternatifs, en fait, va être démultipliée. Encore une fois, la Chine, à court terme, son modèle low cost économique risque d'être mis en danger par ce qui est en train de se passer, qui va impacter tout le monde, mais la Chine principalement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la Chine a interdit l'exportation, notamment de produits pétroliers, a pris des mesures drastiques. Et justement, sa centralisation et son économie, son modèle économique lui permet cette résilience et qui va ensuite lui permettre de sortir peut-être renforcé de cet épisode qu'on est en train de vivre tous ensemble, parce que nous sommes tous en train de commenter des choses assez inhabituelles et assez uniques. Et donc, je pense que nous risquons d'avoir encore beaucoup d'autres surprises, puisqu'on n'a pas parlé du Japon, on n'a pas parlé des autres grands pays asiatiques qui sont également impactés. Parce que l'Europe, aujourd'hui, ça reste quand même une très petite partie du monde.
le véritable impact en fait global sur les prochaines grandes puissances comme l'Inde, la Chine notamment, la Turquie dans la région et bien évidemment la puissance africaine fait que nous allons avoir, je pense, d'autres niveaux, que ce soit dans la chaîne d'approvisionnement, dans les alliances et dans l'économie mondiale qui nous attend. Merci Zeki Guverchin. Avant de poursuivre le débat, je rappelle l'information principale de cette soirée, la frappe iranienne sur la région de Arad, dans les territoires palestiniens occupés, qui aurait fait énormément de dégâts. 1300 secouristes auraient été déployés sur place selon les sources israéliennes. On parle également de 64 blessés au moins, dont plusieurs dizaines gravement blessés. Layel Mansour, j'aimerais parler avec vous également, petite réaction par rapport à ce que vient de dire Zeki Guverchin sur l'équation chinoise. Bloomberg, c'est Bloomberg qui le dit, l'économie chinoise a enregistré un rebond début 2026 grâce à la hausse, je cite, de la consommation domestique et de l'investissement, ce qui renforcerait quelque part cette théorie du grain de sable dans la mécanique chinoise en essayant de chambouler la situation par rapport au passage maritime en Méditerranée et en mer Rouge. Oui, en fait, début 2026, ça a commencé en janvier, donc c'était bien avant la guerre. Il faut savoir que il y avait déjà un petit relancement de l'économie avec la baisse des taux d'intérêt. Surtout aussi que malgré la guerre de douane entre Trump et la Chine l'année dernière, les conséquences n'étaient pas aussi négatives comme on s'attendait. On parlait d'une crise géante, d'une récession énorme et de l'inflation, mais on a vu que l'économie chinoise, elle a des alliés économiques bien diversifiés. Mais aussi, je veux parler de quelque chose en ce qui concerne ce dernier moment. Il faut savoir que l'économie chinoise, il y a le gouvernement qui intervient fortement à l'économie chinoise. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il y avait la guerre entre Trump et la Chine, parce que les prix sont administrés, parce que il y a le gouvernement qui subventionne beaucoup les prix, donc il ne respecte pas vraiment la concurrence entre les entreprises américaines et les entreprises chinoises. Donc, il n'y avait pas vraiment une vraie concurrence. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Chine a énormément de réserves internationales. C'est le premier ou le deuxième plus grand détenteur de réserves internationales au monde. Ce qui fait, c'est qu'on appelle ça absorbateur de choc, ou bien le coussin contre les chocs externes. Du coup, grâce à ces réserves, la Chine peut facilement subventionner, peut facilement manipuler les taux de change, manipuler le marché. Même le taux de change de la Chine, c'est vrai que de jure, on appelle ça qu'il est flottant, de jure, mais de facto dans la pratique, il est administré parce qu'il y a l'intervention du gouvernement. Donc, ce que je veux dire, c'est que la présence du gouvernement peut changer la direction de la consommation, de l'investissement, des prix, peut tout changer parce que c'est ça l'objectif en fait des subventions. C'est pas un marché qui est très libéral pour vraiment voir les prix, pour dire que les prix, ils expriment exactement ce qui se passe dans le marché. Il y a une expression dans le marché, peut-être de peur, peut-être de crainte, peut-être une récession, mais l'aide financière du gouvernement peut changer cette vision. C'est pour ça que on a l'impression de voir des choses qui sont un peu contraires de ce qu'on voit dans les autres pays. Mais aussi, je veux dire quelque chose. C'est vrai que presque 90% de l'exportation du pétrole iranien va vers la Chine, mais ces 90% ne constituent que 12% de l'importation du pétrole pour la Chine. Autrement dit, la Chine diversifie énormément ses importations de pétrole. Donc ça aussi, ça baisse énormément les impacts négatifs, mais les impacts négatifs ou bien l'importation de l'inflation. Ça reste également du pétrole bon marché acheté par les Chinois de la part de l'Iran par rapport aux cours internationaux. Rappelons que l'Iran est soumis à un embargo justement sur la vente de produits pétroliers, entre autres, embargo américain. Il n'y a pas que des conséquences sur l'économie du monde et des pays engagés dans cette guerre régionale actuellement. Il y a aussi des conséquences sur l'économie américaine, n'est-ce pas, Madame Varenne? Quels seront, à votre avis, les impacts de la guerre sur l'économie américaine du point de vue
de l'électeur américain, notamment de l'électeur MAGA. Vous en parliez tantôt en prévision des mi-mandats. Est-ce que Trump se tire là aussi une balle dans le pied en sous-estimant ce paramètre peut-être? Je pense qu'il ne sous-estime pas ce paramètre parce qu'il est toujours en train d'essayer de jouer et puis il dit l'électeur américain fait très attention au prix du gallon. Donc l'essence, c'est vraiment un point important pour la population américaine. Donc je pense qu'il ne sous-estime pas ce point. Mais concernant les élections, on est là à 7 mois. 7 mois, c'est encore très long avec tout ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si, plus que l'élection et les prix qui vont monter, et effectivement, ça ne sera pas bon pour lui. Mais ce n'est pas ça qui va jouer sur les élections de mi-terme, à mon avis. Hein. Si jamais la guerre s'arrête, mais si la guerre se poursuit, je pense que la donne ne serait pas la même. Moi, je pense que par exemple, si la guerre se poursuit, si Trump envoie des troupes au sol, comme il semble vouloir le dire, même si on ne sait pas… il vient de déclarer hier qu'il n'enverrait personne nulle part, selon ses propres… demain, il va déclarer autre chose. Donc, si jamais il y a un gros clash où il y a beaucoup d'Américains qui sont morts, etc., moi, je pense que Trump n'arrivera même pas au militaire. Cette guerre, elle a un impact fou aux États-Unis. Elle est vraiment à l'encontre, comme on disait tout à l'heure, de tout ce qu'il avait prévu. Tout son programme de réindustrialisation est à l'eau. Tout le programme qu'il a écrit dans le programme du département d'État ou de la Défense, il n'y a rien qui sera mis en œuvre. Donc, toutes les raisons pour lesquelles il a été élu sont parties en fumée. Donc, je pense que si jamais il y a un gros clash et que les États-Unis perdent quelque chose d'important, Trump n'arrivera, il y aura un impeachment et il n'arrivera pas jusqu'au mois de novembre. Donc, je pense que là, on parle sur 7 mois alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Oui. Je ne suis pas sûre qu'il arrive jusqu'au mi-terme. Et de toute façon, au mi-terme, maintenant, tel que c'est engagé, il va perdre, quelle que soit l'économie américaine, il va souffrir, quel que soit ce qui sera passé. Maintenant, c'est foutu pour lui. Il s'est déjà tiré la balle dans le pied. Merci, Madame Varenne. Juste une précision. Pourquoi il n'arriverait pas au mi-terme? Il n'y a pas dans la Constitution américaine quelque chose qui l'empêcherait de poursuivre son mandat peut-être une éventuelle procédure d'impeachment, mais qui serait déclenchée à la suite des élections des midterms. Pourquoi il n'arriverait pas au terme de… Pourquoi il n'atteindrait pas les midterms, selon vous? Moi, je pense que là, actuellement, aux États-Unis, dans le climat qu'il y a, tout est possible. Une destitution du président américain, vous sous-entendez ça, ce soir? Oui, c'est possible. Très bien. Akram Khraïef, autre information qui nous parvient en ce moment même, selon une première enquête, une enquête préliminaire relayée par des médias de l'entité sioniste, le système de défense aérien américain THAAD aurait dû intercepter les missiles iraniens tombés ce soir, rappelons-le, sur Arad, mais également sur Dimona, mais il ne se serait pas déclenché. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, selon vous, THAAD ne fonctionnerait pas pour intercepter les missiles iraniens? C'est ce que l'on apprend en ce moment même de la part des médias sionistes. Qu'est-ce qui se passerait d'un point de vue stratégique d'armement pur, Akram Khraïef? Bon, j'émets quelques doutes quant à ces déclarations-là. De toutes les manières, le THAAD, le David Sling n'ont pas cette capacité d'interception contre des missiles qui sont hypersoniques comme le Fatah qui a été utilisé aujourd'hui. Donc, c'est un MAV. Donc, c'est non seulement un missile hypersonique, mais il a aussi une capacité de changer de direction. C'est très, très difficile à intercepter. Juste pour remettre les choses dans l'ordre, les États-Unis et l'entité sioniste déployaient en tout 11 stades dans toute la région, dont au moins 2 ou 3 qui sont orientés plus sur le Yémen que sur l'Iran. Donc,
Sur les 11 moins 3, donc sur les 7, sur les 8 qui restent, on a eu la destruction confirmée de au moins 4 SAD dont les radars ont été totalement détruits dans la région du Golfe et probablement dans les territoires occupés aujourd'hui. Donc, la capacité de suivre les missiles sur leur parcours total, donc y compris leur trajectoire spatiale, a été très, très fortement dégradée au fil des jours depuis le début de cette guerre. Donc, aujourd'hui, plus la durée de détection va s'amenuiser, plus ce sera difficile pour les missiles, donc les intercepteurs, de faire leur travail. Ce qui implique qu'on devra utiliser des salves de 3, 4, 5, 6 intercepteurs pour maximiser les chances d'interception. Là, ça veut dire malheureusement pour les États-Unis un épuisement rapide des ressources en termes de missiles. Donc, les Israéliens aujourd'hui se retrouvent face à un véritable dilemme qui est de savoir combien de missiles utiliser, quel site protéger en priorité. Et on a vu le Saint des Saints en Israël, qui est Dimona, a été frappé sans quasiment aucune résistance. Cela dénote de la vulnérabilité. Dans une nouvelle phase. Je vais ajouter une autre information, l'utilisation de missiles Khorramshahr avec des têtes à fragmentation a complètement changé la donne pour l'aviation israélienne. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a détection d'un départ de missiles, tous les avions qui ne sont pas dans des abris bétonnés doivent décoller dans les 30 secondes qui suivent l'alarme. Donc, c'est en train d'épuiser les capacités de l'armée de l'air israélienne. C'est aussi en train d'éparpiller l'armée de l'air et de la déconcentrer sur ses objectifs principaux qui sont d'attaquer l'Iran. Donc, on est dans une configuration d'exténuation. On est au-delà de l'épuisement des capacités de résilience israéliennes. Je pense que la prochaine phase, la prochaine phase sera probablement une phase de lancement de vagues massives de drones contre l'entité sioniste. Et là, on entrera dans une nouvelle configuration qui est celle de la désindustrialisation et de la dépolitisation de l'entité sioniste. Akram Khalif, je reste avec vous justement pour insister sur cette vulnérabilité des systèmes de défense sionistes. Ce soir, le temps de rapporter une autre information qui vient de tomber. Elle concerne des sources sécuritaires irakiens qui auraient annoncé le renouvellement peut-être des frappes sur le camp logistique américain aux alentours de l'aéroport de Bagdad. Akram Khalif, pourquoi, à votre avis, l'Iran accentue et concentre ses opérations militaires sur l'entité sioniste durant ces derniers jours à travers des vagues successives de tirs de missiles? Est-ce que ce serait peut-être l'une des clés de l'interruption de la guerre à travers un renversement de la pression israélienne sur les États-Unis notamment? Donc il y a eu cette accélération depuis une semaine. Elle est relative à la destruction d'un grand nombre de radars de veille américains. Oui. C'est surtout à cause Donc c'est dans la continuité des opérations. Là, on est sur des opérations beaucoup plus ciblées sur certaines infrastructures critiques israéliennes, comme les bases aériennes. On a eu une raffinerie, la Bazam, qui a été frappée il y a 3 jours. Et cette raffinerie représente 60% de l'essence, donc du carburant de l'entité sioniste. Donc, on est en train de suivre une logique graduelle de dégradation avancée des capacités de résilience israélienne. Et comme je vous l'ai dit, le but final est de détruire le maximum d'infrastructures et contraindre Tel Aviv à renoncer, à renégocier son existence même, et à trouver une solution avec les États-Unis pour arrêter cette guerre.
Et aujourd'hui, encore une fois, je le dis, les Iraniens ont la haute main sur le cours des événements, et pour peu qu'ils puissent gérer les stocks des missiles qui sont à leur niveau et le stock des drones qu'ils ont, ils ont quelque chose à jouer. Et c'est pour ça que je doute très très fort que les Iraniens ne s'arrêtent ces jours-ci. Je pense que la guerre risque de s'étaler encore sur plusieurs semaines, peut-être même plus que 6 semaines. Merci Akram Kharayev. Nous poursuivons avec vous, Zeki Guverchin. La guerre actuelle dans la région du Golfe déstabilise le transport aérien mondial. Vous en avez parlé tantôt, y compris pour les compagnies qui ne dépendent pas peut-être directement des grandes plateformes aéroportuaires comme celle d'Istanbul, le hub d'Istanbul dans le Golfe Persique également, d'autres hubs. À qui profitera, selon vous, une redistribution des cartes économiques dans la région, notamment dans les secteurs stratégiques tels que le transport? Concernant le transport, en fait, on peut chiffrer ça à court terme, moyen terme, mais il est clair aujourd'hui que ce qu'il faut savoir que Doha et Dubaï étaient vraiment des mastodontes en termes de connexion internationale devant les connexions asiatiques ou européennes. Istanbul, c'est le seul hub aérien qui peut réellement jouer le rôle de ces deux points. Donc on table en fait sur une augmentation de 10 à 15% du trafic aérien d'Istanbul, qui est déjà surchargé. Actuellement, Istanbul accueille énormément de vols. L'espace aérien accueille notamment tous les vols qui sont déroutés de la région. Et également, beaucoup d'avions de ces compagnies stationnent à Istanbul pour des raisons de sécurité. Istanbul aujourd'hui, c'est en fait la ligne entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe passe par Istanbul. Donc, bien évidemment, comme toutes les compagnies européennes et autres, la hausse du kérosène aura un impact économique sur les marges. Également, Turkish Airlines avait une centaine de vols sur le Moyen-Orient qui sont aujourd'hui annulés. Mais quand on regarde sur l'ensemble du réseau, ça fait près de 350 destinations au départ d'Istanbul. Effectivement, Turkish Airlines sera le principal bénéficiaire de cette réorganisation. Et également, la perte pour les compagnies européennes qui ont déjà des marges très faibles et également des routes qui sont énormément allongées, donc des frais supplémentaires. Il y aura une perte, bien évidemment, pour ces compagnies. Et concernant les Dubaï notamment, et Dubaï continue à tourner à 25% à peu près. 25%, c'est rien par rapport à ce que ça veut dire. Quand même 3/4 des vols qui ne sont pas réalisés. Si au-delà de 3 mois, en fait, si ça dure plus que 3, 4, 5 mois, on sait que là, à ce moment-là, il y aura une perte définitive, puisque si la situation d'ici 1 ou 2 mois est résolvée, ces hubs peuvent continuer avec une légère perte à travailler. Mais à 4, 5, 6 mois, ça voudra dire une perte nette de 15 à 20% du trafic, ce qui est énorme. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, ces 3 pays ont déjà... Il faut savoir que c'est à peu près 400 milliards de dollars, je crois, les revenus touristiques de ces pays. Donc déjà 50 milliards de pertes. Donc si également, en termes de tourisme, il y aura une réorganisation, bien évidemment, puisque ces plateformes drainent pour 600 milliards de dollars à peu près de chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, la Turquie, en termes touristiques et d'autres destinations, seront les bénéficiaires de cette réorganisation. Sachant que on parle d'un tourisme assez particulier, puisque, y compris l'été, Dubaï, puisque le tourisme africain, par exemple, passait énormément par Dubaï, malgré les contraintes de température et autres que l'on connaît. Merci. Zeki Guverchin, je vous interromps parce qu'il va falloir marquer une dernière pause rapidement avant de revenir à ce débat passionnant avec vous, mesdames et messieurs.
Dernière partie de cette édition spéciale dans le cadre de la couverture. On continue, consacrée à la guerre au Moyen-Orient sur Al-24 News. Nous parlons ce soir avec nos experts des derniers développements. Je rappelle qu'une frappe iranienne sur la région de Arad, dans les territoires palestiniens occupés, a fait pour le moment au moins 75 blessés, dont 23 graves. Les médias sionistes parlent de 80 blessés évacués au niveau de l'hôpital de Soroka qui, selon les mêmes sources, ne parvient pas à endiguer le flux des blessés qui arrivent en masse. Nous continuons sur l'économie avant de revenir avec Akram Khraïef sur les conséquences de cette frappe. Avec vous, Madame Layel Mansour, je crois que vous vouliez réagir à la question posée tantôt à Madame Varenne concernant l'impact économique aux États-Unis et sur la politique de Donald Trump en prévision des élections des midterms. Oui. En fait, les agents économiques, les citoyens américains, ce qui compte pour eux, pour être un peu pour dire la vérité, c'est l'inflation, c'est les coûts, la consommation quotidienne. Ils ne sont pas du tout impliqués dans la politique. Pour vous dire la vérité, si vous demandez à un Américain normal qui n'est pas d'origine arabe, et le Liban, personne ne saura. Et encore moins si vous dites ou le Koweït. Donc, ils ne sont pas vraiment impliqués, ils ne veulent pas savoir qui a raison et qui a tort, où sont les pays arabes, qui a commencé et qui réagit. Oui, sauf tout ce qui compte pour eux. Oui. Le prix du gallon d'essence, par exemple, pourrait faire basculer la balance d'un côté ou d'un autre. Oui, donc ici, aux États-Unis, quelques jours, qui fait des bénéfices et qui est gagnant à cette guerre, il est totalement fort parce que il a mis la main sur le pays de Venezuela. Il faut savoir que le crude oil qui est aux États-Unis et Venezuela sont un peu différents. Donc, en exportant ce qu'il veut, il fait des sommes. En un trimestre, Chevron et Exxon, ils ont fait beaucoup de bénéfices. Et mauvaise du côté de Koweït City. Madame Mansour, je vous propose de revenir vers vous le temps de rétablir cette liaison. Pardonnez-moi. Akram Khraïef, retour sur les événements qui se produisent actuellement dans la région d'Arad. Est-ce que l'on a déjà auparavant assisté à un tel anéantissement des défenses aériennes et militaires sionistes, l'entité sioniste frappée par la foudre iranienne ce soir? Quels commentaires avez-vous à faire? Peut-être les dégâts sont de plus en plus importants, les informations n'arrêtent pas de tomber. Est-ce que c'est un point de basculement dans cette guerre, à votre avis, ce soir, auquel on assiste? C'est un point de basculement parce qu'il s'agit d'un missile avec une ogive de 500 kg et une vitesse hypersonique, donc un effet au sol qui est multiplié par 10 au moins de l'explosion. Donc, on est sur une configuration très, très dangereuse pour la centrale de Dimona. Il me semble que les sionistes aujourd'hui vont réfléchir à 2 fois avant d'essayer de cibler des installations nucléaires en Iran, ou bien ils réfléchiraient à 2 fois, même avant de tenter d'envoyer un missile nucléaire, car malheureusement, c'est une option qui est sur la table aujourd'hui en Israël, l'utilisation de l'arme nucléaire. Bon, les Iraniens se préparent à ça, se sont préparés à ça depuis assez longtemps, ont des capacités de seconde frappe, donc d'encaisser une frappe nucléaire et de répliquer, mais il faut comprendre qu'une utilisation, même à faible niveau de l'arme nucléaire, peut créer un précédent très très grave qui aura un impact sur les autres guerres qui ont cours aujourd'hui dans le reste du monde, notamment celle de l'Ukraine avec la Russie qui cherche des prétextes pour utiliser de l'armement nucléaire aussi pour mettre fin à cette guerre. On parle également de l'évacuation d'au moins 480
5 résidents à Dimona vers des hôtels dans les régions voisines, dans les territoires palestiniens occupés. Le ministre de la Sécurité nationale du gouvernement sioniste, Ben Gvir, a été obligé de se déplacer à Karam Khalif, à Arad. C'est dire l'importance de la frappe iranienne ce soir sur le plan stratégique. Quelle serait la réaction sioniste à votre avis? Taper sur le punching ball, si vous me permettez l'expression préférée de l'entité sioniste, c'est-à-dire le Liban? Je pense qu'ils frapperont le Liban pour évacuer cette tension, cette pression. Et vous savez, dans cette région-là, on est animé par un esprit de vengeance. Mais je crains aussi que les Israéliens ne saisissent l'occasion pour se venger contre la population iranienne et qu'il y ait des frappes massives sur des objectifs civils en Iran ou des infrastructures qui desservent les populations civiles en Iran afin de créer la zizanie. Parce que, justement, vous l'aviez dit, on était en train de le voir, le ministre Ben Gvir est arrivé sur place. La zone qui symboliquement revêt un caractère éminemment grand en Israël. Hein, c'est l'équivalent d'une frappe contre le Pentagone aux États-Unis. Le chaos qui a été généré aux alentours de Dimona est en train de devenir une problématique politique pour la rue en Israël. Et on peut se retrouver face à de la contestation qui apparaîtrait dans la rue israélienne et donc nous retrouver dans un effet inverse de ce qui a été voulu par cette coalition qui était de faire bouger la rue iranienne, mettre la pression sur le gouvernement iranien pour qu'il soit démis. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, cette incapacité de Benjamin Netanyahou et de son armée à défendre la population israélienne et les infrastructures israéliennes va trouver son expression dans la rue et dans le monde politique, et c'est lui qui en subira probablement les contre-coups. Merci à Karam Khalif. Madame Varenne, me dit-on, est de retour avec nous. Est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Madame, une réaction par rapport à ces derniers développements et ces frappes iraniennes d'envergure qui pourraient changer la donne dans cette guerre, notamment si les défenses aériennes sionistes et américaines également deviennent inefficaces face aux missiles iraniens? Écoutez, je partage, d'abord vous avez un expert sur le plateau, mais je partage son avis. L'inquiétude, c'est que et c'est une inquiétude que j'avais déjà depuis plusieurs jours, c'est que plus les États-Unis et plus Israël va prendre des coups, plus les risques de se venger sur la population civile sont grands. Et malheureusement, oui. C'est vraiment une inquiétude. C'est une inquiétude pour le Liban qui subit vraiment une situation épouvantable, et c'est aussi une inquiétude pour les Iraniens. Je ne sais pas comment cette guerre sans règles comme ça va pouvoir continuer à durer. Et ce qui se passe ce soir me fait dire, mais on change d'avis toutes les 5 minutes avec ce conflit, mais ce qui se passe ce soir me fait dire que ça ne peut pas durer longtemps. Merci Madame Varenne. Tout cela dans l'absence remarquée du droit international et de la diplomatie. Absolument. Depuis le début de cette guerre, les Nations Unies étant complètement absents du débat, notamment le Conseil de sécurité. Depuis, il faut le souligner encore une fois, que l'Algérie n'en fait plus partie. Les voix qui s'élèvent pour préserver et demander que l'on préserve la paix se sont tues. Problème technique au niveau, me dit-on, Zeki Guverchin est de retour parmi nous. Est-ce que vous m'entendez, Zeki Guverchin? Oui, absolument, je vous entends. On va conclure avec vous sur un dernier aspect économique, notamment sur l'économie de l'entité sioniste qui pourrait également subir les conséquences de cette guerre. Est-ce que cela également pourrait contribuer à changer la donne?
Bien sûr. En fait, ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est que ce sont vraiment les infrastructures pétrolières, énergétiques, aéroportuaires et portuaires qui sont touchées. Parce qu'on nous a beaucoup vendu le dôme de fer, le dôme d'acier, enfin tout ça. Et là, on se rend compte que vraiment, la vulnérabilité sécuritaire est très importante. Et notamment, maintenant, tous les appels au droit, les appels au droit international qui sont faits depuis eux pour dire non, mais c'est pas normal que ceci ou cela soit attaqué. Mais en tout cas, on sait qu'il y a déjà un très fort départ vers les pays d'origine de ces gens-là. Et donc, je pense que avec notamment les infrastructures très importantes qui sont visées, ce pays risque de devenir invivable de manière assez rapide. Et surtout, n'a pas l'habitude de ce qui est en train de se passer, parce que tous les pays de la région ont déjà goûté à ça. Mais là, c'est la première fois, je pense, que réellement, il y a une réponse militaire qui est apportée. Et il est probable qu'effectivement, cette entité ne soit plus viable à court terme, je pense même, c'est possible. Merci Zaki Güvercin. Dernière peut-être information avant de rendre l'antenne. Le chef d'état-major de l'armée sioniste, l'armée d'occupation sioniste, aurait validé des attaques, je cite, tous azimuts ce soir. Voilà, l'on pourrait peut-être assister à un basculement de cette escalade vers une nouvelle dimension régionale et internationale qui plongerait le monde dans l'une des plus graves crises de ces dernières années. Mesdames et messieurs, remercions comme il se doit nos invités, nos experts qui étaient avec nous ce soir, à commencer par vous, Karam Khraïef, expert en questions de défense et géostratégie. Vous étiez avec nous en direct depuis Tunis. Zeki Güvercin, président du sommet africain agriculture agroalimentaire en direct d'Istanbul. Leslie Varenne, directrice de l'Institut de veille d'études des relations internationales et stratégiques, qui était avec nous depuis Paris, et Madame Layal Bansour, que l'on a perdu à cause d'un souci technique malheureusement, docteur en macroéconomie et spécialiste du dollar depuis Kuwait City en direct. Cette couverture se poursuit en langue anglaise désormais. Restez avec nous. À très bientôt.